Bonjour, merci. Alors, Madame la ministre, les gens du comité, les gens de l'Assemblée, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être ici, devant cette salle assez imposante et intimidante. Alors, je vais faire mon possible pour rendre le tout intéressant. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et puis je suis assez bavard. Donc, voilà. Faut t'avouer. Oui, merci. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur 3 choses, en fait, principalement. Les différents outils et les différentes méthodes pour évaluer le risque de récidive. Je vais vous entretenir aussi sur leur efficacité, mais aussi les limites de ces outils et ces méthodes. Et je vais terminer par quelques commentaires sur les conditions de transposition d'un pays à un autre, dans le cas qui nous préoccupe ici en France. OK. La question de l'évaluation du risque de récidive, c'est une question assez épineuse. Elle a beaucoup changé, les méthodes ont beaucoup changé au fil des 30 dernières années, du moins au Canada. Et on a investi énormément d'énergie pour bonifier ces façons de faire-là. Et la raison pour laquelle on s'est tourné vers des évaluations plus structurées, en fait, c'est le fait que les travaux de recherche montraient assez clairement que l'évaluation basée sur ma simple compétence d'expert ou de clinicien n'était pas suffisante pour bien prédire la récidive. C'est un constat avec lequel on a eu beaucoup de difficultés. En fait, ça a amené toutes sortes de discussions assez importantes et houleuses au Canada, vous vous en doutez bien. Ça a amené plusieurs chercheurs de concert avec des cliniciens à développer des outils d'aide à la décision pour estimer le risque de récidive. On pourrait rendre ça assez complexe, mais j'ai décidé d'essayer de simplifier ça. Je vous dirais qu'il y a 4 grandes familles d'instruments structurés ou de méthodes structurées. La première, la plus simple, qui est apparue historiquement la première, c'est l'évaluation du risque basée sur les facteurs statiques. Qu'est-ce qu'on entend par les facteurs statiques habituellement? Ce sont des caractéristiques personnelles des auteurs d'infractions qui sont statistiquement associés à un plus haut risque de récidive. Bien entendu, ce sont des marqueurs d'un risque de récidive. Certains vous diront, ils n'ont pas nécessairement pour objectif d'expliquer le comportement délinquant, c'est surtout de prédire et d'identifier les personnes à plus haut risque. Bien entendu, comme certains d'entre vous, il y a des personnes qui étaient plus ou moins à l'aise avec l'utilisation de ces instruments-là, d'autres qui y voyaient une grande utilité. Et c'est pour cette raison-là que plusieurs chercheurs se sont tournés vers l'intégration des facteurs qu'on appelle dynamiques. Les facteurs dynamiques étaient des aspects beaucoup plus cliniques, beaucoup plus proches de ce que voit le clinicien au quotidien. Et donc, ils se sont basés, ces personnes-là, sur la recherche scientifique pour identifier à la fois les facteurs statiques associés à la récidive, mais aussi les éléments cliniques à considérer dans l'évaluation des auteurs d'infractions. Cette génération-là a permis aussi une amélioration de la validité prédictive, c'est-à-dire une identification plus précise des personnes à haut risque et à faible risque, bien entendu. La troisième catégorie, je vais parler rapidement. En fait, j'ai décidé d'en faire une petite section à part, c'est la question des jugements professionnels structurés, qui vient aussi du Canada, de l'Ouest canadien. C'est une tradition dans laquelle on s'inspire aussi de la recherche scientifique pour identifier les sphères sur lesquelles on évalue les délinquants, si je peux dire. Mais on laisse beaucoup plus de place aux cliniciens et à l'évaluateur pour pondérer le poids relatif de ces aspects-là. D'accord? La quatrième famille d'outils, c'est l'évaluation actuarielle intégrée, qu'on pourrait appeler. C'est une évaluation qui fait suite à l'évaluation 2, actuarielle basée sur les facteurs statiques et dynamiques, dans laquelle on évalue des aspects liés à la récidive, documentés par la recherche scientifique, et on ajoute à cette évaluation du risque une infrastructure pour permettre la prise en charge et le suivi et l'intervention correctionnelle auprès de ces gens-là. Donc, la plupart du temps, c'est le fruit du travail des développeurs d'instruments et la collaboration avec les cliniciens qui utilisaient ces instruments actuariels, qui ont donné lieu à quelque chose de plus intégré. Voilà. L'efficacité des méthodes, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a gagné quelque chose à structurer ces méthodes-là? La réponse, c'est, du moins en termes statistiques, oui. On prédit plus efficacement la récidive. Donc, en termes simples, on est plus à même d'identifier les personnes à haut risque et les personnes à faible risque. Donc, on a gagné. Certaines personnes voyaient dans les instruments de première génération quelque chose qui manquait un peu de validité apparente, c'est-à-dire que ça collait parfois un peu moins aux pratiques cliniques. Donc, on a ajouté les facteurs dynamiques et cet ajout-là a été bénéfique, du moins
quand on évalue l'efficacité à l'aide de techniques statistiques spécialisées, on s'aperçoit qu'on est plus précis. On pourra en discuter longuement de mon dernier point, mais en fait, il y a encore un petit débat à savoir est-ce que les instruments de jugement professionnel structuré ont des performances équivalentes aux instruments actuariels de dernière génération. Le prof de méthodologie quantitative que je suis va vous dire quelque chose comme « de manière générale, c'est relativement comparable ». Il y a peut-être une chose importante à mentionner, c'est que dans les instruments, les résultats sur l'utilisation des JPS montrent une plus grande variabilité dans les résultats. On s'explique ce résultat-là de manière assez simple, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on laisse un peu plus de place à l'expert pour évaluer, donc les résultats vont varier en fonction du background et je dirais, de la formation professionnelle des personnes qui l'utilisent, donc d'un endroit à un autre. OK. Donc, on s'est aperçu qu'on a eu une amélioration de cette validité prédictive avec le temps. Donc, au fur et à mesure qu'on a structuré l'évaluation du risque de récidive, on a été en mesure d'identifier plus précisément les personnes à haut risque et les personnes à faible risque, bien entendu. Il y a un certain nombre de limites, et je vais me permettre un petit commentaire. Les limites dont je vais vous parler ici s'appliquent aussi au jugement professionnel non structuré, d'accord? Donc à l'évaluation clinique, c'est-à-dire que c'est des enjeux importants. En matière de limites méthodologiques, je me retiens parce que j'ai beaucoup de plaisir à parler de méthodologie. J'ai croisé des gens à qui j'ai déjà enseigné. Il y a des limites relatives à la fiabilité des concepts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on augmente la complexité et la finesse de ce que l'on évalue, ça demande des efforts supplémentaires et une formation supplémentaire. À partir du moment où on investigue des variables plus fines, plus cliniques, on a besoin d'avoir une meilleure formation et à certains égards, ça peut jouer un petit peu sur la fiabilité des critères. La fiabilité, pour ceux et celles qui ne s'en rappellent plus, c'est la capacité d'un outil de faire en sorte que deux personnes regardent le même auteur d'infraction et en arrivent de manière générale à la même conclusion. Donc, dans certains cas, plus on augmente la complexité de l'exercice, plus on peut payer en frais de fiabilité. Mais je tiens à le dire, la fiabilité de ces instruments-là est bien supérieure à une méthode non structurée. D'accord? Et là, on parle d'une amélioration minime possible, de mon point de vue, du moins du chercheur que je suis. Il y a aussi des limites qui sont potentiellement liées à la validité. Et la validité, c'est est-ce qu'on mesure bel et bien le risque? Ce serait peut-être la question qu'on pourrait se poser. Et certaines personnes pourraient soulever des limites relatives à la validité de contenu. Qu'est-ce que c'est la validité de contenu? C'est est-ce que l'instrument mesure bien tous les aspects importants à prendre en compte pour le risque? En fait, la réponse est dans la question. Ces instruments-là ont une stratégie nomothétique, donc visent sur un nombre restreint de facteurs qui sont fortement liés à la récidive, et par conséquent, on ne couvre pas tout avec ces instruments-là. Donc, ce sont les facteurs les plus fortement liés à la récidive selon la littérature scientifique. Bien entendu, en ce qui a trait à la validité prédictive, on l'a mentionné jusqu'à maintenant, ces outils-là offrent de très bonnes performances. Alors voilà. Pour les limites liées aux enjeux éthiques, je vais aussi passer rapidement, mais c'est des questions très importantes, je dirais. Dans le développement de ces instruments-là, les concepteurs d'instruments, mais aussi les praticiens, doivent toujours jongler et trouver un point d'équilibre entre la protection de la société et le respect des droits de la personne auteur d'infraction. Donc, ces instruments-là nous amènent souvent à nous questionner, est-ce que l'instrument est bien calibré pour identifier honnêtement et justement les personnes les plus à risque et pour, bien entendu, leur offrir une intervention qui est susceptible de réduire ce risque de récidive-là. Du moins, dans la logique canadienne, ce serait la façon dont on le formule. Comme vous le constatez, cette point d'équilibre-là vaut aussi pour n'importe quelle stratégie, qu'elle soit structurée ou non structurée. Les concepteurs d'instruments, les chercheurs, et les cliniciens ont aussi à cœur la question de dire avec un instrument comme celui, peu importe lequel, on doit s'assurer qu'il est bien utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui ont été développés pour prédire une récidive générale, donc non violente et non sexuelle. Il y a des instruments qui ont été développés et calibrés pour prédire une récidive violente et d'autres pour prédire une récidive sexuelle. Donc, les concepteurs vous diront, on a besoin de professionnels qui se servent de leur jugement et de leur expertise pour utiliser cette aide à la décision-là et connaître les principales limites de leurs outils.
Si on ne fait pas ça, on s'expose à une mauvaise utilisation de ces outils-là qui, eux, ne prennent pas de décision. L'outil vous guide dans votre décision. En fait, je vais terminer sur la question de la mécanisation potentielle des pratiques et plusieurs vous le diront si vous tombez sur ces écrits-là. On s'attend justement à ce que les personnes qui utilisent ces instruments-là ne tombent pas dans une mécanisation des pratiques et cochent bêtement un instrument. On s'attend à ce qu'ils l'évaluent avec toute leur expertise, qu'ils l'utilisent adéquatement et qui, dans certains cas, fassent appel à plus d'aide ou à d'autres instruments pour bonifier leur évaluation. Et bien entendu, pour reprendre les mots de certains collègues, on ne veut pas des automates, mais des professionnels qui utilisent ces instruments-là. Je vais terminer sur la question de la transposition. Il me reste un peu de temps, mais je vais essayer de me dépêcher. Il y a plusieurs questions à garder, plusieurs choses à garder à l'esprit lorsqu'on décide de faire cette transposition-là. Parmi les choses importantes, qui pourra être évalué avec ces outils-là? Qui sera évalué? Est-ce qu'on évalue tous les auteurs d'infractions? Seulement un petit groupe? Seulement les auteurs d'infractions violentes? Seulement les personnes qui sont là pour de longues peines? Donc, c'est des questions extrêmement importantes qui vont déterminer quel sera le meilleur outil à choisir. Parce que le temps est différent d'un outil à un autre. Et la sous-question, c'est la fameuse question de qui évaluera ces personnes. Et là, il y a des enjeux très importants. Dans le champ de la psychiatrie légale, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers des instruments GPS. Et bien entendu, compte tenu du fait que ça demande une expertise particulière, comme par exemple chez nous au Canada, les GPS sont réservés principalement aux psychologues et aux psychiatres. Donc là, ça réduit de manière importante les personnes qui sont susceptibles d'évaluer les personnes contrevenantes, les auteurs d'infractions. Et notre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est d'estimer la viabilité des mesures d'élargissement? Est-ce qu'on veut simplement prédire ou on veut identifier des cibles d'intervention qui sont susceptibles de réduire la récidive lorsqu'on s'y attaque par le biais d'une intervention correctionnelle, par exemple? Et bien entendu, il y a la question du type de récidive. Tous les outils ne sont pas prévus pour prédire le même type de récidive et on doit être au fait de ces choses-là pour prendre le bon outil, le bon instrument. Je l'ai dit dans mon texte, si vous avez l'occasion de le lire, en fait, ces outils-là ne règlent pas tout. Ils offrent, je pense, ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement pour éclairer les décideurs. Voilà. Je termine sur la fameuse question de, je dirais, 3 conseils un peu bienveillants, mais bon, j'apprendrai rien à personne ici aujourd'hui. Pour s'assurer d'une implantation efficace, utile, d'outils comme ceux-là, on doit absolument préparer le changement organisationnel. C'est crucial. Donc, au Québec, moi, je vous donne l'exemple du Québec. Moi, j'ai participé à ça. On a formé et informé beaucoup de partenaires du système correctionnel, les magistrats, les maisons de transition, les commissions de libération conditionnelle, de pourquoi on choisit un instrument comme celui-là, quels sont ses avantages et ses inconvénients, et quel est le background théorique derrière l'instrument. Ça va faire en sorte que les partenaires vont mieux comprendre le rationnel qui sous-tend l'utilisation. La question de la formation des utilisateurs est aussi cruciale. En fait, tous les instruments que je vous ai présentés, peu importe la génération, demandent au bas mot 2 ou 3 ou 4 jours de formation spécialisée par un expert dans le domaine pour avoir le droit d'utiliser ces outils-là. Et bien entendu, il y a un suivi de l'application de ces outils-là. Les concepteurs souhaitent qu'on utilise correctement leurs outils, bien entendu. Et je vais terminer sur une note un peu plus joyeuse, de mon point de vue. Souvent, plusieurs auteurs vont vous mentionner l'importance de faire en sorte d'unir les pratiques de recherche empirique, scientifique et systématique et la pratique clinique. Donc, la plupart des organisations, des ministères et des États qui ont implanté ce genre d'outils-là se sont dotés d'une infrastructure de recherche dans laquelle on a des personnes qui vont travailler à l'étude des résultats qui sortent de cette évaluation-là, des bénéfices, et bien entendu, ça permet un emmagasinage systématique des caractéristiques des personnes, bien entendu pour mieux les comprendre, mais surtout probablement pour avoir une palette de services qui est beaucoup plus adaptée aux difficultés que ces personnes-là peuvent rencontrer. Voilà. Merci Jean-Pierre Gay.